Bonjour et bienvenue à ce spécial bien branché cette semaine qui vous parvient du Salon national du sport motorisé à Saint-Hyacinthe. Un salon très spécial parce que ça parle de voitures de course, comme vous pouvez voir, de voitures de drag, d'exposition, de stockers sur asphalte. Mais pour débuter, on va y aller avec les nouvelles des potins de la semaine et puis on va vous parler avec Élise du festival de musique classique qui s'est tenu dernièrement à Saint-Hyacinthe. Le 9 avril dernier, les autorités de la ville de Saint-Hyacinthe annoncèrent la signature de la convention collective de travail avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Hyacinthe. Cette convention couvre la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et prévoit une augmentation de salaire de 1,5 % en 1998 et de 1,5 % en 1999. Le 17 avril dernier se tenait à Saint-Hyacinthe l'ouverture officielle du festival de théâtre Les Trois Coups au Centre culturel. La première partie s'est très bien déroulée, mais en seconde partie, on nous a présenté Panne d'électricité numéro 2. Ce qu'ils nous disent, c'est pas vraiment compliqué et ça se résume à ceci. C'est une panne et si dans une heure vous n'avez pas encore, si l'électricité n'est pas encore établie, veuillez communiquer avec nos bureaux. Alors, je suis au manège militaire à Saint-Hyacinthe où je rencontre le colonel Duhamel, qui est commandant ici à Saint-Hyacinthe. Commandant, je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez accompli ici à Saint-Hyacinthe durant la crise du verglas et en hommage de votre participation à l'émission qu'on a fait sur ce reportage-là. Je tiens à vous remettre au nom de Cogeco Câble 2 copies, une pour vous et une pour le colonel Tremblay, qui était ici aussi à travailler durant la crise du verglas. Alors, je pense que la population de Saint-Hyacinthe, les Mascoutins, ont vraiment apprécié tout le travail, vous et vos hommes, là, ce que vous avez fait ici. Alors, félicitations et je vous remets une copie que vous allez regarder et conserver dans vos archives. Merci, puis je vais transmettre la copie au colonel Tremblay, puis je suis certain que le 5e régiment va beaucoup apprécier votre geste. J'ai voulu m'essayer pour le récital classique de la polyvalente, mais malheureusement, ils m'ont pas pris. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai beaucoup de talent. Mais même s'ils m'ont pas pris, j'ai décidé quand même d'aller faire un petit tour pour vous en parler. Je suis accompagnée de M. André Mercier, qui est professeur de musique à la Polyvalente et à Saint-Delorme et qui est aussi un des responsables du récital classique. Bonjour, M. Mercier. Bonjour. Vous allez bien? Ah, très bien, oui. Jusqu'à maintenant, le récital se déroule bien? Très bien. Nous sommes très satisfaits de la performance de nos élèves, malgré la nervosité. Oui, mais c'est très bien. Et je crois que le public apprécie beaucoup. Est-ce que ça prend beaucoup de préparation pour préparer un événement comme le récital classique? Ça prend une certaine logistique, c'est sûr, mais disons qu'au départ, les élèves qui participent au récital sont des musiciens qui suivent déjà des cours privés en ville, dans différentes écoles de la ville, et ont des professeurs privés souvent. Et ces mêmes élèves-là, par l'entremise de l'école, si on les convoque à participer à un récital, s'ils veulent participer, on fait une audition. Et ensuite, on organise la soirée et tout est joué. Et ça permet à ces élèves-là, justement, dans certains cas, qui n'ont jamais joué devant un public, de faire leurs premières armes. Et aussi de montrer à leurs copains, copines, que la musique classique peut être appréciée à tous les âges. Je pense que c'est important. Ça fait combien d'années que le récital classique existe? C'est la 13e édition. 13e édition? Oui, OK. Puis je crois que vous donnez des prix à la fin de la soirée. C'est quoi les prix que vous allez donner? Alors, il y aura un premier prix d'interprétation en piano, $100. Un deuxième prix, $75.
Et dans la catégorie autres instruments, par exemple, qui englobe clarinette, trompette, guitare, violoncelle, par exemple, il y aura aussi un premier prix et un deuxième prix de même valeur que pour le piano. OK. Donc, c'est des prix quand même qui sont appréciés par les participants. Oui. Pour des jeunes, je pense que c'est intéressant. Ça met un petit peu de piquant. Ça leur donne un petit peu lourd en même temps. Exactement. Merci beaucoup, M. Mercier. Bienvenue. Je suis en compagnie de Véronique Faneuf qui a présenté une pièce de piano au récital qui a eu lieu à la Polyvalente à Saint-Delorme. Bonjour Véronique. Bonjour. C'est quoi la pièce de piano que tu as présentée? C'était une pièce de Claude Debussy, puis ça s'intitulait Les jardins sous la pluie. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps à préparer ta pièce? Ça faisait, oui, un petit bout de temps que je la pratiquais, là, parce que ça demande beaucoup de temps, de préparation, oui. J'ai entendu dire que ça faisait 8 ans que tu fais des cours de piano. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu pourquoi tu suis autant de cours de piano? Bien, premièrement, parce que je trouve ça très motivant. C'est une bonne discipline, puis j'aime la musique, le piano, là, j'adore ça. Est-ce que ça te détend? Oui, ça me détend, mais ce soir, c'était un petit peu plus stressant. C'était pas vraiment une atmosphère détendue, mais ça a bien été. Ça a bien été? Oui. Est-ce que c'est ta première participation au récital classique? Non, j'ai participé. Bien là, je suis en secondaire 5, donc ça va être ma 3e année que je vais participer au récital. Est-ce que tu as déjà gagné un prix? Et non, mais j'espère que ce soir, ça va être le bon. Ça va être la bonne chance pour les prix. Merci. Ça, Olivier, c'est la pièce que tu étais supposé jouer au tout début, c'est ça? Oui. Pourquoi est-ce que tu as changé d'idée? Ben, ça arrive des fois qu'un musicien vise un peu trop haut pour une pièce qu'il n'est pas capable d'apprendre au complet en une semaine, donc... C'est quoi la pièce que tu as présentée là? J'ai présenté 2 études de Leo Brouwer. C'est un auteur cubain qui a fait plusieurs études qui sont présentées au cégep en musique. OK. Puis la pièce que tu étais supposé de jouer, c'était quoi le titre? C'est Asturias, c'est une pièce de flamenco écrite par Isaac Albeniz. OK. Puis la pièce que tu as décidé de jouer ce soir, est-ce que ça faisait longtemps que tu la connaissais ou tu as décidé comme ça, OK, c'est elle que je vais jouer? Ben, je l'avais déjà joué il y a longtemps, sauf que ça faisait longtemps. Puis ce soir, j'ai ressorti ma partition, puis t'as décidé comme ça? J'ai décidé que je la jouais ce soir, donc... OK. Pourquoi c'est elle que tu as décidé de jouer? Tu aurais pu en prendre un autre? Ben, je savais qu'elle était pas trop compliquée, puis faisable à jouer, donc... OK. Est-ce que c'est ta première participation au récital classique de la Polyvalente? Oui. C'est ta première participation. Tu joues de la guitare. Est-ce que tu joues d'un autre instrument de musique aussi? J'ai déjà joué du piano, du trombone à coulisses, de l'harmonica, la claquette puis le ballet de jazz, mais j'y ai jamais pensé, donc peut-être une autre fois. OK. Tu chantes aussi, je crois. Pas vraiment. Ben, t'as fait partie de PH dans le spectacle. Ben, je fais des chorales un peu, ben... OK. Mais t'es un musicien né. Si on veut. T'aimes la musique, puis t'aimes ça en jouer. Oui, j'adore la musique. Pourquoi? Ben, c'est un moyen de s'évader, de voir autre chose, de connaître des cultures différentes, puis je peux continuer longtemps comme ça. Est-ce que ça s'est bien passé ce soir, ta pièce? Pas si pire. Pas si pire? Ah, aucun commentaire. Merci beaucoup, Olivier. De rien. Je suis en compagnie de Valérie qui a présenté une pièce de violoncelle au récital classique. Bonjour Valérie. Allô? C'est quoi la pièce de violoncelle que tu as présentée? De la suite numéro 1, le prélude, puis le menuet numéro 2, Okay. de Jean-Sébastien Bach. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps de te préparer?
Oui, beaucoup de temps. J'ai commencé à pratiquer mes suites depuis le début de l'année, depuis le mois de septembre. Puis là, je les ai perfectionnées, puis je les ai jouées ce soir. OK. Ouais. Est-ce que ça s'est bien passé ce soir? Oui, je pense que oui. Je me suis accrochée juste vers le milieu de la pièce, mais d'habitude, je m'accroche jamais. Pas trop grave, peut-être l'énervement. C'est ta première participation au récital classique? Oui, je viens d'arriver à Polyvalente cette année, en secondaire 4, mais c'est la première fois, mais j'ai fait le spectacle amateur. Donc, ça m'a moins stressé un peu, là, mais toujours un peu. OK. Tu me diras si je me trompe, mais je crois que j'ai entendu dire que ça faisait 10 ans que tu faisais du violoncelle. Oui, c'est ma 10e année. J'ai commencé à 5 ans, donc. OK. Ouais. Mais pourquoi tu as choisi le violoncelle au tout début? Ma mère me racontait, parce que moi je n'en savais pas, qu'elle avait une de ses amies qui jouait du violoncelle, puis j'étais tout le temps en admiration devant elle, fait qu'elle m'a décidé de m'inscrire à des cours de piano, mais je voulais pas, fait qu'elle m'a inscrit finalement à des cours de violoncelle, puis là j'ai commencé à jouer. Depuis ce temps-là que tu joues? Oui. T'as la passion pour le violoncelle? Oui, il y a des dents, là, des fois, c'est sûr, quand t'es plus petite, là, quand c'est tout le temps plus difficile de pratiquer longtemps, mais là ça va bien. Est-ce que ça demande beaucoup d'heures de pratique ou... Moi, je pratique pas très régulièrement, là, mais environ 1 heure par jour d'habitude. Est-ce que tu as des cours à toutes les semaines ou 2 semaines? Ou 2 semaines? 1h15. OK. Donc, après 10 ans, t'as laissé un petit plus, sur plus de temps, finalement. Ouais. Merci beaucoup, Valérie. De rien. Conclut la 13e édition du récital classique de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme. Pour les intéressés et pour les fans de musique classique, ne manquez pas l'édition 1999 de l'année prochaine. Alors, comme on vous avait dit en début d'émission, on est ici au Salon national du sport motorisé à Saint-Hyacinthe pour vous parler un peu de toutes les nouvelles classes qu'il va y avoir cette année. Et puis, pour débuter, on a M. Serge Morin, qui est l'instigateur d'une nouvelle série qui s'appelle la série Super Pick-Up. D'où est venue l'idée, M. Morin, de faire ce pick-up conjointement avec un autre associé qui s'appelle Gilles Poulain? Bien, premièrement, c'est une série qui existe déjà aux États-Unis depuis 3-4 ans, qui est très populaire. Moi, ça fait quand même 2 ans et demi que je travaille sur ce projet-là. Et puis, au mois d'octobre 97, on a mis la fabrication du premier Super Truck en marche. Est-ce que les essais ont débuté? Est-ce que vous avez commencé à faire le développement sur piste du véhicule? Parce qu'on sait quand même l'hiver vient juste de se terminer. Non, à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de développement sur la piste, mais on est prêt. Et la première présentation va avoir lieu dans le cadre du défi camion d'Aurel-Colette à l'Autodrome Saint-Eustache les 30-31 mai. OK. L'idée, c'est de concevoir une nouvelle série où tous les gens tourneraient avec ce modèle, ce type de camion-là. C'est ça. Le but de cette classe-là, c'est d'avoir des châssis qui vont être identiques pour tout le monde. Alors, c'est le pilote avec l'équipe de mécaniciens qui va faire la grosse différence et non le budget qui va faire la différence pour les premiers, les vainqueurs. Pouvez-vous nous parler un peu de la conception de ce véhicule-là? Parce que j'imagine que ça ne doit pas avoir été de tout repos concevoir une nouvelle série. Vous devez vous être calqué un peu sur la série déjà existante aux États-Unis. Bon, bien justement, c'est difficile de faire ça parce qu'il n'y a aucune donnée technique qui existe. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti de la carrosserie. On a fait venir une carrosserie des États-Unis. On a assemblé la carrosserie et tout est développé à partir de ça, c'est-à-dire la cage puis la suspension. Tout ça, c'est développé exclusivement à partir de la carrosserie qui existe. Il n'y a aucune donnée technique, mesure ou autre qui existe à l'heure actuelle. Puis étant donné que c'est le premier au Québec, on ne peut pas calquer sur un autre qui est déjà existant non plus. On retrouve sur ces véhicules-là pas mal les mêmes pièces qu'on retrouve dans des voitures casse-cœur ou autres?
C'est ça, exactement. C'est un châssis qui ressemble étrangement à un casque-car, c'est son petit frère, mais au point de vue des accessoires, si on parle de la suspension, direction, tout ça, c'est beaucoup moins sophistiqué qu'un casque-car. C'est plus proche d'une voiture récent modèle ou d'une voiture grand régionale qui tourne sur l'asphalte à Saint-Eustache. L'idée est de baisser les coûts, que ça soit le plus accessible possible pour tous les nouveaux compétiteurs. C'est ça, exactement. Le but, c'est de permettre aux pilotes de grand régional et des autres classes similaires de graduer dans une classe supérieure, semi-pro, mais avec un budget beaucoup moins élevé qu'une voiture cascade. Une voiture cascade, on parle d'une voiture de 40 000 et plus, tandis qu'un pick-up super truck, on parle de 16 500 ou à peu près. Si on fait un petit palier au niveau de technique, là, au niveau des balancements de la voiture, est-ce que ça va être bien proche des voitures qu'on connaît déjà? Oui, parce que c'est vraiment un châssis qui est conçu pour la compétition. Alors, on va avoir des répartitions de poids idéales avant-arrière de 50-50. À l'intérieur, ça va être 55 puis 45 extérieur. Ça va être vraiment un véhicule de compétition. C'est vraiment le but qu'on a fait avec ça, là. Vraiment un véhicule de compétition, mais économique. Il ne faut pas oublier de dire aussi que le véhicule a été conçu ici, près de Saint-Hyacinthe, à Saint-Damas, chez un fabricant qui est vraiment un gars de la région, là, Gilles Poulain. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien certain. Gilles Poulain, en tout cas, c'est un pro dans la fabrication des véhicules. Sa renommée est faite dans la province et même à l'extérieur de la province. C'est lui qui a fait le développement. Ils ont travaillé 8 semaines et demie, lui et son employé, pour faire le développement, comme je disais tantôt, étant donné qu'il n'y a rien qui existe. C'est un véhicule de fabrication professionnelle, très bien fabriqué. Alors, on vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle série, et puis on va garder un œil là-dessus durant la saison 98. Bien, je vous remercie. Là, on passe d'un monde différent, le monde de la Formule 1600. Puis, pour en parler, on a avec nous Sébastien Jacques, un de nos pilotes mascoutins dont tous les gens entendent parler de ces temps-ci sur les médias parce que Sébastien a organisé un tirage pour financer son équipe. Sébastien, comment ça va, la vente des billets là, au moment qu'on se parle? Ah, mais ça va très bien. Les gens, je pense que les gens aiment beaucoup l'idée de m'encourager de cette façon-là. Puis, en même temps, mais ils ont la chance de discuter avec moi, de me poser des questions sur soit l'horaire de la saison ou comment j'envisage ma saison durant l'année. Fait que les billets à date, ça va très bien. J'invite encore les gens, il y a encore des billets à vendre, alors je les invite encore à m'encourager, mais ça va très bien à date, Luc. On sait que durant les dernières semaines, tu as travaillé très fort, toi et ton agent et toute ton équipe, pour venir trouver les financements nécessaires pour ce début de saison qui va commencer dans quelques semaines. Tu peux nous expliquer un peu de quelle façon ça se passe de ce côté-là? Ah oui, ça va très bien. Le monde travaille très fort pour moi. On a beaucoup de meetings, de réunions avec des gens de la région. On essaie surtout d'aller chercher ça des gens de la région parce que je veux m'identifier, moi, à ma ville. Je suis très fier de ma ville, puis je pense que c'est de cette façon-là qu'on veut travailler. Fait que depuis quelques temps, c'est ça qu'on fait. On s'acharne, mon Dieu, il va falloir. Bon, mais comme vous pouvez le constater, on est à Saint-Hyacinthe, puis on a encore des retours de verglas. Ça fait partie des choses de la vie. On est habitué ici, les mascoutins, mais on va continuer pareil. Sébastien, alors, on disait que... Oui, OK, on disait que tout simplement qu'on essaie d'aller chercher l'intérêt des gens de ma ville. Je pense que de cette façon-là, ça va impliquer un petit peu plus les gens, surtout que cette année, on sait qu'il y a une course qui va se disputer à Sonnère, c'est très près de chez nous. Donc, les gens, je pense qu'ils ont intérêt peut-être à encourager les gens de la région. Je pense que c'est là le but, c'est de se tenir les coudes serrés puis d'embarquer ensemble dans ce projet-là qui est un super de beau projet. Puis j'espère être capable de les représenter, même en Formule Atlantique, très bientôt. Alors, je te souhaite bonne chance, puis je te souhaite que tu n'aies pas de coupeur de courant durant ton début de saison, parce qu'on sait que courant égale moteur mécanique, ça va tout ensemble. Oui, j'espère qu'on n'aura pas de trouble d'électricité, en fait. Merci Alors, bonne chance pour ton début de saison, Sébastien. Merci. Là, j'ai le plaisir d'être avec mon bon ami Jean-François Descaries, un gars de médias, une figure populaire à l'Autodrome de Saint-Eustache. Jean-François, comment ça s'annonce pour le début de la nouvelle saison à l'Autodrome Saint-Eustache? Eh bien, mon cher Luc, ça me fait plaisir de dire à tout le monde que les voitures casse-cœur vont être encore les super vedettes à l'Autodrome Saint-Eustache. On sait que les casse-cœurs, c'est la seule classe professionnelle dans le domaine du stock car. Donc, ces voitures-là qui sont vraiment une copie des voitures de style Winston Cup, très prisées par tous les Américains et beaucoup de Canadiens. Alors, ces voitures-là, ici, vont courir quelques 16 programmes à l'Autodrome Saint-Eustache en 1998.
On sait que l'Autodrome de Saint-Eustache fait beaucoup de promotions, de courses spéciales, d'événements spéciaux. Alors, tu peux nous parler un peu des événements spéciaux qu'il va y avoir durant la saison 98? Oui, certainement, Luc. On commence déjà avec le 3 mai. La saison va s'ouvrir le 26 avril, soit dimanche. Mais par contre, on continuera le 3 mai avec la toute première épreuve du championnat provincial CarQuest dédié aux voitures casse-cœur. Tous les programmes vont être complétés avec les fameuses mini-légendes qu'on a pu voir, qu'on a vu naître en 96. Là, actuellement, on a 68 voitures dans les mini-légendes. On en est très fiers de voir que ça a vraiment pogné, comme on peut dire, dans le cœur de tous les amateurs de course automobile. C'est la catégorie idéale pour se lancer dans ce sport. Et ensuite, on suit dans les classes plus professionnelles, comme les voitures casse-cœur, qui seront en vedette le 3 mai pour le premier 100 tours de la série CarQuest dans cette série ici québécoise. On sait que les voitures casse-cœur, c'est une alternative entre l'ACT, le North NASCAR qui existait anciennement. Où sont les grosses différences au niveau technique? Là? Parce qu'on sait que c'est des voitures qui sont quand même très proches, mais il y a des différences. Peux-tu nous expliquer un peu les différences? Oui, si on regarde au point de vue châssis, les voitures sont quasi identiques à ce qu'on appelle un Bush Grand National, un BGN. Par contre, la mécanique, nous, on est très étouffés sur la mécanique. Des règlements très serrés qui nous empêchent de dépenser des fortunes. Si on peut se permettre de donner des chiffres, on peut facilement se préparer un excellent moteur pour ces voitures ici, dans la catégorie casse-cœur provincial, ce qu'on appelle un Sportsman dans les casse-cœurs, mu par un carburateur 2 barils d'origine. Donc, le moteur est tellement étouffé, tellement étranglé qu'on dépense environ 6 000 à 6 500 $ pour avoir un moteur excellent. Tantôt, Jean-François, tu nous parlais de tes fameuses mini-légendes. On sait qu'il va en avoir plus de 70 en piste. Ça ne cause pas de problème au niveau du trafic et au niveau des accidents? Non, pas du tout. Il va y avoir beaucoup de courses de qualification, une sélection qui va se faire dans les pilotes. Certains pilotes vont devoir courir dans une course préliminaire dont ils vont se mériter une position dans l'autre grande course, grande finale de toutes les soirées, tout simplement. On va partir un minimum de 30 voitures sur le départ. Alors, parlant des mini-légendes, peux-tu nous expliquer un peu? On sait que tu en as une ici en exposition cette fin de semaine. On va se déplacer, on va aller voir ta mini-légende. On va regarder un peu. Tu vas nous expliquer au niveau technique un peu quel genre de petit bolide que c'est, parce que c'est un petit bolide qui s'en vient de plus en plus populaire. Et puis, on veut le faire connaître au public. Tu peux nous expliquer un peu, Jean-François, de quelle façon c'est construit puis avec quel genre de mécanique? Oui, certainement, Luc. Ça, ces voitures-là, en général, ce sont des pièces recyclées. Le pont arrière, c'est des ponts de Toyota modifiés des années 78 à 82, des fameuses Toyota Corolla. Excellent pont arrière qui se trouve être une copie du fameux pont arrière Ford 9 pouces. Les avants des voitures, direction, table de suspension, fusée avant, calibre de frein, les disques de frein, les jantes proviennent des fameuses chevettes. Alors, ces voitures chevettes-là, bien là, sont recyclées en voitures de compétition. Les tôles et tout le châssis, lui, est fait de matière première, métal de première qualité, donc très sécuritaire. C'est tout monté avec des amortisseurs Monroe en entour et ces petites voitures-là ici se détaillent 8 995 $ dans les ateliers Angle Châssis et on peut compétitionner très facilement à plusieurs pistes dans la province de Québec avec ces voitures. Donc, c'est très peu dispendieux pour une somme d'à peu près 25-30 $ par fin de semaine. Ça inclut l'essence et les inscriptions dans les compétitions et c'est une voiture excellente pour s'amuser. Alors, Jean-François, on te remercie de ton aide pour nous avoir éclairé un peu au sujet des casse-cœurs et des voitures de mini-légendes. Puis on souhaite une très bonne saison à l'Autodrome de Saint-Eustache. Puis on vous remercie de nous avoir visité à Saint-Hyacinthe pour ce salon de sport motorisé. C'est nous qui vous remercions. Pour terminer cette mini-tournée du Salon du sport motorisé, bien, il fallait qu'on finisse avec la terre battue parce qu'on sait que la terre battue, c'est très, très prisé dans la région de Saint-Hyacinthe. Et puis pour en parler, on a avec nous M. Normand Saint-Sauveur, qui est un des copropriétaires de l'Autodrome de Grimby. M. Saint-Sauveur, ça va débuter bientôt, là. Eh bien oui, mon cher Luc, on débute, on invite les gens, premier après-midi, le 10 mai, c'est un dimanche. Ça, ce dimanche-là, c'est les inspections pratiques. À ce moment-là, tout le monde est invité, il n'y a aucun frais d'entrée. Venez voir nos bolides, sont complètement remis à neuf, tout peinturé, tout très propre. Donc, je pense que c'est une belle journée quand il fait beau. Et puis les vraies courses, bien, ça commence le 15, toujours le vendredi soir. Et puis, comme les années passées, nous aurons nos programmes réguliers, nos championnats de track. Nous aurons aussi la visite des sprint cars à 3 reprises. Nous avons aussi l'international, le Molson international en juillet. Nous aurons aussi en septembre notre course de 200 tours qui avait lieu au mois d'août, à la fin d'août. Cette année est reportée au 20 septembre.
la raison pourquoi je suis reporté au 20 septembre, c'est que toutes les séries sur terre battue, à ce temps-là, sont terminées. Et puis, ça va nous amener beaucoup plus de compétiteurs américains. Alors, le spectacle sera encore plus valorisant et puis, à ce moment-là, la compétition plus serrée. Et puis, on s'attend vraiment à une très grande course. On sait qu'au niveau de la classe modifiée, il y a eu des petits changements durant l'intersaison au niveau de la réglementation, au niveau des ratios pour les différentiels. Pouvez-vous nous parler un peu quelles vont être les différences? Oui, la différence, c'est pas tellement de quoi pour changer la course, c'est plutôt de changer, mais c'est plutôt une limitation au niveau de, on appelle ça la gear, au niveau du roulement, ce qui va avoir pour effet qu'à ce moment-là, c'est rapprocher la compétition, même si on a des compétiteurs un peu moins favorisés au niveau automobile, mais à ce moment-là, ils vont devenir plus compétitifs et puis la course va sûrement être de meilleur calibre. C'est la raison pourquoi que le règlement de la gear est imposé. On a un maximum auquel que les gears ne pourront pas. À ce moment-là, l'automobile qui est un petit peu moins fort de moteur aura quand même l'avantage de pouvoir suivre les autres plus facilement. Les classes amateurs, récents modèles et sportsmen vont être de retour cette saison? Oui, les mêmes classes sont toutes de retour, excepté que la classe amateur, depuis l'an passé, elle n'est plus là. C'est une classe tourisme. En ce moment-là, une classe tourisme, c'est une classe qui est ouverte à plus d'agences et puis ça nous amène un plus grand nombre de compétiteurs. On sait que par le passé, vous avez été associé à la Fondation Mira pour faire des événements spéciaux pour ramasser des fonds pour la Fondation Mira. Est-ce que l'Autodrome de Granby s'associe encore cette année à Mira pour cet événement? Absolument. C'est notre 11e année. L'an passé, on a fêté le 10e anniversaire. C'est notre 11e année et puis en date du 13 juin, un vendredi soir encore. À ce moment-là, on a retourné notre cause de work pour ramasser des fonds pour la Fondation Mira. Alors, on vous souhaite bonne saison, M. Saint-Sauveur, à vous et ainsi qu'à tous vos amis qui sont dans ces projets de l'Autodrome de Granby. Et puis, bonne saison pour 98. Eh bien, au nom de mes coéquipiers propriétaires, au nom de tous les gens qui travaillent chez nous, que ce soit comme officiel ou peu importe dans quel domaine, qui travaillent sur notre site de course, ça nous fait plaisir d'inviter tout le public à venir nous voir. Et puis tout ce qu'on souhaite, c'est que Dame Nature soit sur notre base cette année. J'espère qu'on va être plus chanceux avec l'été qu'avec l'hiver, parce que le verglas, ça n'a pas été facile. Exactement. J'ai commandé du beau temps. S'il n'y a pas de back-order, comme on dit, on va avoir du beau temps. Merci, M. Saint-Sauveur. Merci beaucoup, Luc. C'est ainsi que se termine ce spécial sur le Salon du sport motorisé. Comme vous pouvez voir, j'ai réussi à kidnapper l'ancienne voiture de Jacques Villeneuve, la voiture qu'il possédait en 1995 quand il a gagné son championnat à Formule Indy. S'il n'y a pas de problème avec les autorités, je vais essayer de me sauver avec, mais je crois pas que ça va être facile. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Bien branché. À l'affiche, on défriche et on déniche de tout partout. Conseil pratique, saviez-vous que pour ce que domine nos étoiles, sport, bref, ça compte, des nouvelles pour vous de tous les goûts. Dans la rue, en coulisses, nous partout, on touche à tout. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. Bien branché. On s'inspire, on participe, on s'inscrit et on s'excite. Célébration et point d'encontre. Bien branché, branché à la vie, branché sur aujourd'hui. Bien branché.